Enfin, vous avez plusieurs fois fait référence à l'ordinateur et surtout au début de votre exposé. Et je voudrais savoir comment vous voyez maintenant ces nouvelles approches d'intelligence artificielle, enfin nouvelles, elles traînent depuis plus de 10 ans, qui utilisent justement des réseaux neuromimétiques qui utilisent l'apprentissage, et en particulier l'apprentissage de langue pour la reconnaissance de la parole ou pour les échanges homme-machine. Cette question tombe très bien, puisque après celle-là, voilà ce que la parole est pour un ordinateur. Un ordinateur ne comprend pas du tout. Donc, il analyse des fréquences. Et si vous regardez, cessez de faire du bruit les enfants. Le « est », il est pareil ici. Il est là. Il est là. Et il est identique. Donc, un ordinateur compare des fréquences et, en quelque sorte, formule des hypothèses. Je ne sais pas si je vais répondre exactement à votre question, mais je pense que là où nous, en tant qu'humains, nous heurtons un problème avec l'ordinateur, c'est qu'il y a la fascination par cette machine qui peut calculer plus vite que nous, ça c'est pas difficile. Elle peut, pas nous. Mais le problème est posé dans d'autres termes, à mon avis. Ce qui nous dérange, c'est qu'un ordinateur ne peut pas interpréter. On est très très loin de l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace. On rêve de cet ordinateur. Si on l'aura un jour ou non, je préfère qu'on ne l'ait pas, on sera toujours humain. Mais bon, ça c'est la subjectivité de tout un chacun. Mais ce qu'un ordinateur ne peut pas faire, c'est interpréter. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre quand on est, pour des raisons budgétaires, amené à faire utilisation des systèmes de traduction automatique, par exemple. C'est pour ça que je disais, une langue est un millefeuille, en fait. Ce n'est pas un package dans lequel je mets un input, une langue, je sors dans une autre langue. On arrive à des catastrophes. Et on arrive à des catastrophes pour plusieurs raisons. D'abord parce que traduire, ça coûte cher, mais une mauvaise traduction, ça coûte beaucoup plus cher, puisqu'il faut payer le premier traducteur, le deuxième traducteur qui doit évaluer la mauvaise, détecter où sont les erreurs, recommencer et faire tout le travail de nouveau. Donc l'intelligence artificielle, on n'est pas prêt de la voir par rapport aux langues, j'entends. Par rapport aux langues, résoudre pas mal de choses. Les réseaux neuroniques, ça nous aide, c'est une métaphore, bien entendu, ça nous aide à penser les choses d'une certaine manière et on avance très très vite. Bien entendu, entre les traductions automatiques d'aujourd'hui et celles d'il y a 20 ans, il y a un monde de différence. Mais il y a toujours des très grands problèmes. Plus un texte est calculable en avance, par exemple les rapports de la météo, ça s'est traduit automatiquement très facilement, puisque le mode d'interprétation est très restreint, le vocabulaire est très restreint, les termes sont très bien connectés entre eux, donc il est très facile de calculer que ça va sortir de l'autre côté. Mais traduire un poème, n'y songeons même pas. D'où l'expression traduttore traditore. C'est précisément ce que je voulais faire référence, c'était effectivement traducteur traître. Pour le dire autrement, il y a un petit jeu qu'on fait faire aux enfants. Moi, je me suis beaucoup occupé d'enfants, qu'on appelle le téléphone arabe, qui consiste à dire un message, et puis on le fait passer à une dizaine, et puis on se rend compte qu'au bout du 10e, évidemment, le message est totalement différent. Alors, ma question, elle est précise. Elle est dans ce genre de déformation, comme dans traducteur traître. Est-ce que vous avez étudié la part de ce qui est, au fond, quelque chose qui est une déformation liée au fait que précisément on n'est pas dans le même contexte, on n'entend pas la même chose, et la part de ce qui pourrait être volontaire, c'est-à-dire au fond, dans la déformation du langage et de la langue, est-ce qu'on a regardé un petit peu ce sujet-là ? Pour être très sincère,
Je ne l'ai pas vu personnellement. Ça se traite en traductologie. Il y a un mot dans ce que vous venez de dire qui, ce n'est pas qu'il me gêne, mais c'est un indice, comme dirait Peirce, de quelque chose d'autre. Vous avez parlé de déformation, je parlerai des transformations. Les langues ne se déforment pas, elles se transforment. Et si le phénomène du téléphone arabe fascine, amuse ou quoi que ce soit, c'est en fait parce qu'une première phrase, il n'y a pas la volonté de la transformer. Ben, elle se transforme d'elle-même parce que ce matin, on nous avait parlé, M. Bucaille, justement, que dans la réalité, on zappe tout le temps. Ben, le zapping, il est à l'ordre du jour à ce moment-là. Quand je dis quelque chose, il peut y avoir des tas d'éléments qui entrent en règle de compte pour que le message soit transformé. Une mauvaise écoute, un bruit parasite, une mauvaise interprétation. Je commence à parler de livres, en passant un bouquin, on me parle de 2 kilos de farine à la fin, puisqu'on est passé par livre plus livre, ça fait 450 plus 450, donc j'arrive grosso modo à 900 grammes un livre, et j'interprète quelque chose d'autre à la fin. Donc il n'y a pas un problème de déformation, mais un problème de transformation, qui peut être lié à un contexte qui n'a pas été interprété d'une manière juste, ou à une situation qui varie dans l'interprétation que chacun fait. Mais je pense que par rapport à la traduction, on continue à avoir des colloques dans le monde entier pour dire qu'est-ce qu'on traduit, le contenu du message, la volonté du message, l'intention du message, ce qui n'est pas la même chose en plus, le contenu, la culture, qu'est-ce qu'on traduit? Un texte, des énoncés, d'une manière complètement hermétique, comme qui pourrait traduire ce qui entoure une formule mathématique, où on traduit la culture qui entoure le tout. On ne peut pas décider. Par exemple, excusez-moi, dans le monde de la diplomatie, par exemple, on sait qu'il y a eu des références, par exemple la dépêche d'Helms, on sait qu'il y a des messages qui ont été envoyés et transformés à dessein. Je ne dis pas tous, naturellement, mais on ne peut pas nier qu'il y ait parfois, pas seulement transformation, mais transformation intentionnelle, ce que j'ai un peu appelé rapidement déformation. Ah voilà, s'il y a une volonté expresse de transformer le message, alors le linguiste n'y est pour rien, là. Non, bien entendu. Mais bon, c'est un autre phénomène. C'est un autre phénomène. C'est un élément clé, c'est d'ailleurs un élément clé de la désinformation, l'intention. Tout à fait. Alors on va sûrement en parler tout à l'heure, mais dès lors qu'il n'y a pas intention devant une information qui n'a pas de contenu réel, on ne peut pas parler de désinformation. D'ailleurs, dans beaucoup de cultures, on ne traduit pas le contenu de l'énoncé, on traduit l'adaptation de ce qui est dit pour les oreilles de celui qui commande la traduction. Donc il y a un filtrage qui est assez opaque. Vous avez parlé des travaux d'Edward Sapir. Il y a un philosophe à peu près contemporain de lui qui s'appelle Wittgenstein, qui a écrit un texte qui dit à peu près, je le cite de mémoire, que le langage soit le reflet de la réalité. Hélas, beaucoup de gens croient ça pour leur malheur. J'aimerais que vous réagissiez là-dessus. Die Welt ist, was der Tat ist. C'est comme ça que Wittgenstein avait commencé le Tractatus. Je ne sais pas comment vous l'avez traduit en français. Le monde est ce qui se présente devant nos yeux, peut-être. Wittgenstein a posé pas mal de problèmes en termes de philosophie du langage. On a tendance, quand on n'est pas confronté à un certain nombre de problèmes en traductologie, on a tendance à croire, et Wittgenstein avait justement mis un tout petit peu le couteau dans la plaie par rapport à ça, en parallèle en quelque sorte avec ça, et Pierre qui travaillait d'un autre côté, sur ce problème. Est-ce que la langue est une nomenclature de la réalité? Et beaucoup de gens le croient, et lui, il s'était aperçu que non, ce n'est pas le cas.
Il avait dit quelque part aussi, je ne me souviens pas où, que au fond, la seule certitude que nous pouvons avoir est celle de nos sens. On a bien vu qu'il n'a pas eu de maladie neurologique, ce monsieur, puisque sinon, il verrait les choses autrement. Donc, si on pense que les langues, donc les langages naturels, sont un catalogue du réel, elles seraient parfaitement bien transformables les unes dans les autres. Or, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que Wittgenstein, probablement parce qu'il le pensait en allemand, il tournait la chose d'une manière qui était différente à celle des penseurs comme Sapir, qui en plus venait avec une autre structuration mentale. Et surtout, il écrivait en anglais où language sert pour tout. Donc déjà, il était pris au piège de sa propre... il était tombé dans son propre piège. C'est ça ce que je voulais dire. Je ne crois pas que ce soit le cas de Wittgenstein. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense qu'il y a des choses à creuser. Vous savez, que ce soit il y avait, ça va me revenir le nom du philosophe anglais qui disait « Pourquoi le langage intéresse la philosophie ?» Pourquoi la philosophie s'intéresse au langage? Eh bien, parce que nous n'avons pas d'autre manière de traiter nos pensées que de les sortir à l'extérieur de nous-mêmes, l'extérioriser. Pour l'instant, la télépathie n'est pas au point. Donc, il va falloir trouver un moyen, un dispositif qui nous permet de les sortir et les mettre à l'extérieur. Les langages naturels sont très performants pour ça. Les langages artificiels, ils sont beaucoup plus limités, mais ils servent beaucoup pour traiter l'abstraction. Vous voulez dire que toute langue est une transposition de la réalité. Quand vous dites qu'elle n'est pas une nomenclature de la réalité, une langue ne peut pas décrire le réel. Elle n'en donne qu'une approximation, une transcription, c'est ça? Elle donne une vue du réel. Elle donne sa version à elle. Et le réel, est-ce qu'il est là? On ne sait pas. Ça pourrait être un peu provocateur de dire ça à l'heure actuelle. Mais en français, par exemple, essayez de traduire dans l'administration française comment on nomme les établissements publics. Mettez ça dans une autre langue. Vous avez du boulot pour les 3 mois à venir. Pourquoi? Parce que le français franco-hexagonal pense ces institutions avec son outil à lui, qui est le français de France. Donc on doit dire le réel avec ses outils à soi. Je ne peux pas aller le dire avec des outils de la langue allemande. Donc chaque langue naturelle spécialisée pour dire ce qu'une communauté veut dire, là, elle peut dire son réel, en reformatant à chaque fois la langue pour dire ce qui intéresse cette communauté. C'est pour ça que je ne peux pas échanger une terminologie pour une autre. Vous avez recours à plusieurs reprises pour illustrer vos propos à des dessins d'humour en particulier. Est-ce que vous considérez que c'est un mode de langage qui favorise la transparence? J'ai recours très souvent à des dessins. Pourquoi? Parce que ce sont des métaphores. La métaphore a ceci de très utile qu'elle nous met dans un terrain subjectif de partage d'expériences qui nous permet de comprendre une situation de manière beaucoup plus explicite que tout un long discours. Il y a un livre extraordinaire que j'avais mis dans la bibliographie que j'ai transmise, les métaphores dans la vie quotidienne de Mark Johnson et George Lakoff, où ils disent que tout notre appareil conceptuel est d'ordre métaphorique. Mais il est d'ordre métaphorique déjà pour une raison qui est très simple. On n'a pas suffisamment de mots, donc il faut chercher un autre système.
Donc, je disais tout à l'heure, question français actuel, on enlève tout ce qui n'est pas d'origine française. Comme en allemand, l'anglais ne parlons pas. Hein. Vous laissez à l'anglais ce qui est des racines anglo-saxonnes, vous enlevez ce qui est du latin, et ainsi de suite, et il ne reste pas grand-chose. Donc, la néologie, par métaphorisation, est extrêmement utile. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas l'habitude de se dire qu'il y a des choses qui sont des métaphores. Un exemple très, très parlant, vous avez une chaise là. Une chaise, elle a un dossier, une assise, et en français, elle a 4 pieds. Qu'est-ce qu'elle a en anglais? Qu'est-ce qu'elle a en espagnol? En espagnol, elle a 4 pattes. Elle n'a ni pieds, ni jambes, ni pattes, elle n'a rien du tout. Elle a un dispositif, dans ce cas particulier, 4 dispositifs qui permettent au plat horizontal qu'on appelle assise d'être éloigné à une certaine distance du sol. C'est tout. Mais c'est parce que nous avons ce métaphore dont on a perdu absolument le lien, la conscience que ce sont des métaphores qu'on appelle, avec un joli mot, qui est catacrèse. Ben, elles sont à l'ordre du jour, elles nous entourent en permanence. Et Johnson et Lecoq l'avaient très très bien dit. Quand ils vous disent votre argumentation ne repose pas sur des bases solides, vous avez déjà touché une argumentation? Si vous ne l'avez pas touchée, comment pourrions-nous la poser quelque part pour qu'elle repose sur des bases qu'en plus elle n'a pas? Et ils vous citent, tous les deux, ils vous citent une quantité de métaphores absolument extraordinaires qui vous disent, mais je commence à regarder le monde autour de moi, mais d'une autre manière. Je commence à regarder mon interface avec le monde d'une autre manière. C'est pour ça que le langage est important. Qu'est-ce que le langage utilise pour dire le réel? Une dernière métaphore pour la route, on dirait. Pour nous, dans nos civilisations, à nous, bien européennes, mais le futur est devant nous parce que nous y allons. C'est la métaphore de la direction. Pour d'autres langues, il est derrière. Forcément, on ne le voit pas. Mais ça conditionne drôlement de choses. Pour les Inuits, mais le futur, il est derrière. Forcément, on ne le voit pas. Voilà. Marie-Catherine? Oui. Bien, je vous remercie, Monsieur Devecchi.